Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette deuxième conférence Mythe ou réalité de la journée. Vous allez voir, on va parler de vie extraterrestre aujourd'hui, mais attention, hein, pas n'importe comment, à travers le prisme de la culture populaire. On va voir comment la représentation de la vie extraterrestre, les petits hommes verts, comme on les appelle communément, qui sont présents dans le cinéma, la littérature, ont influencé notre imaginaire pour parfois même se retrouver jusque dans des témoignages très sérieux recueillis par le GEPAN, ce service du CNES, l'Agence spatiale française, qui est basé à Toulouse et chargé d'analyser plus de 700 signalements d'objets étranges dans le ciel tous les ans. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'accueille Jacques Arnoux, expert éthique chez nous au CNES, l'Agence spatiale française. Vous pouvez l'applaudir. Alors le principe de cette conférence Mythe ou réalité, il est très simple. On va tester vos connaissances sur la vie extraterrestre. Vous allez voir s'afficher à l'écran une affirmation et vous nous direz ensuite si vous pensez qu'elle est vraie ou fausse. Normalement, on vous a distribué les petits cartons dans le public. Est-ce que vous pouvez nous montrer si vous les avez bien? C'est bien ça? Voilà, et donc on va vous poser des questions, sous forme d'affirmation, et Jacques ensuite nous donnera des explications en fonction de ce qui est vrai, de ce qui est faux, etc. On commence tout de suite. Allez, première affirmation. Les extraterrestres sont déjà venus nous voir. Est-ce que vous pensez que c'est vrai? Est-ce que vous pensez que c'est faux? Il y a du rouge, mais il y a un petit peu de vert quand même, hein. On pense que ça peut être vrai. Alors, réponse, et c'est faux. Eh oui, malheureusement, c'est faux. Extraterrestre, ça signifie au-delà de la Terre, au-delà de l'atmosphère qui entoure notre Terre. Et jusqu'à présent, nous n'avons aucune preuve scientifique que des êtres vivants, on en reparlera peut-être, sont venus jusqu'à nous et nous ont rendu visite. Alors, cette preuve, nous l'aurons peut-être un jour, ou nous l'aurons peut-être jamais. En tout cas, jusqu'à présent, effectivement, cette affirmation était fausse. Donc, bravo à la majorité qui avait voté faux. Allez, affirmation suivante. Le cinéma a influencé notre représentation des extraterrestres. Alors là, on a une grande majorité de vrai. Je ne sais pas ce que tu en penses, Jacques, mais il y a beaucoup de verts. Allez, réponse. Ah. Ok, donc il nous manque... Ça va aller, il y a un petit problème dans l'animation. Ça s'arrête pas. Alors, voilà. Apparemment, cet être bizarre a plombé ton système, Sylvain. Un petit peu, ouais. Donc, effectivement, c'est vrai. Donc, bravo aux couleurs vertes. Ça a beaucoup influencé notre manière actuelle de nous représenter les extraterrestres. Mais avant l'invention du cinéma, nous avions déjà des idées sur les êtres qui pouvaient vivre ailleurs que sur Terre. Donc on peut dire aussi que nos représentations ont influencé le cinéma. Allez voir le film de Méliès, Le Voyage sur la Lune. Vous avez des extraterrestres, des habitants de la Lune. Mais là, les représentations étaient influencées, évidemment pas par le cinéma, puisque Méliès a quasiment inventé le cinéma. Mais aujourd'hui, évidemment, nous pensons tout de suite cinéma. Alors il faut toujours faire très attention parce que des influences, elles peuvent être positives, mais elles peuvent aussi nous induire en erreur. Donc quand nous cherchons la vie extraterrestre, ce qui est le cas de mes collègues du CNES, ils doivent surtout se dire, attention, c'est pas du cinéma. Je ne vais pas nécessairement trouver des petits martiens comme ceux qu'on a vus tout à l'heure. Il faut avoir l'imagination encore plus large que celle des réalisateurs de films. Ouais, l'image qu'on a vue tout à l'heure, c'était une image du film de Tim Burton, Mars Attacks, qui est sorti en 1996, ça commence à dater, où on a des extraterrestres qui sont un peu belliqueux, un peu agressifs. Allez, affirmation suivante, une vie extraterrestre serait forcément intelligente. Est-ce que vous pensez que c'est vrai? Est-ce que vous pensez que c'est faux? On a une majorité de faux. Allez, la réponse tout de suite. Voilà, c'est faux. Ben oui, c'est faux, parce que c'est pas parce que nous sommes, nous, intelligents ou prétendument intelligents, ça dépend des jours, que nécessairement tous les autres doivent l'être. Est-ce que votre chien est intelligent? Oui, il a une forme d'intelligence. Est-ce que la puce
qui est sur le chien est intelligente. Là, c'est déjà plus compliqué. Donc, quand nous recherchons de la vie extraterrestre, il faut une fois encore être très ouvert. Et peut-être que si nous trouvons un jour de la vie extraterrestre, ce sera des formes extrêmement primitives, des bactéries, des amibes, où là, on ne parle pas vraiment d'intelligence. Oui, déjà définir la vie, c'est déjà pas mal. Donc vous avez raison, majoritairement, la vie extraterrestre pourrait ne pas être intelligente. Pour autant, nous restons intelligents. Ça, c'est la leçon. Voilà. Allez, affirmation suivante. Si la vie existe ailleurs, elle est forcément hostile ou dangereuse. Est-ce que vous pensez que c'est vrai? Est-ce que vous pensez que c'est faux? Alors là, on a une grande majorité de faux. Et un carton vrai. Ah non, plus d'un carton, 3 cartons vrais. Allez, réponse faux. C'est très intéressant comme question et vos réponses sont tout à fait exactes pour la plupart d'entre vous. Je crois que derrière, parce que je l'entends souvent, hein, l'idée qu'on a des martiens, des extraterrestres, justement, elle est très influencée par le cinéma. Et c'est vrai que dans le cinéma, alors je ne connais pas la part des choses, Sylvain, tu la connais peut-être, mais très souvent, les extraterrestres, ils sont, comme on l'a vu dans le film, enfin avec l'image de Mars Attack ou dans le film Alien et d'autres, ils apparaissent hostiles, méchants, dangereux. Alors heureusement, il y a quand même quelques films comme E.T. où au contraire, l'extraterrestre paraît sympathique, gentil, enfin vous savez tous, c'est une bonne grosse peluche. Au fond, qu'est-ce que ça nous dit? Ça ne nous dit pas grand-chose de la vie extraterrestre puisque nous n'en avons toujours pas découvert. Par contre, ça dit beaucoup de choses sur nous. Parce que c'est quoi l'extraterrestre? je vais être très court, tu me coupes quand je suis trop long. Mais l'extraterrestre, c'est la forme ultime de l'autre. L'autre. Là, immédiatement, mon autre, c'est Sylvain. Alors, on se ressemble un peu, on a une barbe, mais vous voyez qu'au niveau des cheveux, bon, c'est pas la même chose. Merci, donc, Jacques. Donc, il faut gérer le fait que Sylvain et moi, on est différents. Bon, alors, on se connaît depuis longtemps, donc on sait qu'on est plutôt amis l'un avec l'autre. Mais si je commence à me dire, les autres, celui que je vais peut-être rencontrer ce soir dans la rue, en rentrant du salon, et est-ce qu'il va être gentil ou pas gentil, dans le RER ou dans les rues de Paris? Et c'est une question qui nous habite, nous, les êtres humains, et nous, les êtres vivants, tous les jours. Quand je rencontre quelqu'un d'autre, et une fois encore, ami ou ennemi. Et c'est la même chose avec les extraterrestres. Parce que eux, c'est les autres ultimes. On ne les a pas encore rencontrés. Ils habitent, ils vivent, ils existent peut-être ou pas. Alors là, l'imaginaire, voilà, le cinéma est un reflet des manières dont nous nous représentons les autres que nous. Et c'est une vieille histoire. En fait, c'est l'histoire de l'humanité. Voilà, j'arrête mon petit baratin philosophique, mais Sylvain me connaît et il sait que là-dessus, il vaut mieux qu'il m'arrête parce que je peux parler longtemps. Et je pense que effectivement, dans le cinéma, les extraterrestres sont plutôt hostiles en majorité, parce que ça ajoute à la dramaturgie et à l'écriture de films plutôt... C'est sûr que E.T., c'est sympa pour les fêtes de Noël, mais Alien, ça fait quand même... voilà, on a la trouille et on aime bien se faire peur. On aime bien faire peur aux autres. Alors, vous avez vu tout passer les avions là. En fait, pourquoi ils font du bruit? C'est aussi pour vous faire peur. Ouais. On aime bien faire peur et un peu se faire peur. Donc, tu as raison, il y a quand même beaucoup d'aliens dans les films. Allez, affirmation suivante. Les observations d'OVNI ne sont pas tous des canulars. Hein. Est-ce que vous pensez que c'est vrai ou faux? On a en majorité du vrai, j'ai l'impression, Jacques. Hein. Réponse. Et c'est vrai, bravo, vous êtes très fort. Oui, je vous félicite parce qu'on a une bonne promotion là. Hein. Dis donc, s'il y a un recrutement, si vous voulez faire recruter au CNES, là-dedans, la sélection va être vraiment dure. Alors, tu le disais tout à l'heure, alors on est passé des extraterrestres aux ovnis. Hein. Tu nous as fait quand même glisser délicatement. C'est quand même deux choses différentes. Ouais. D'une part, il y a les extraterrestres dont on parlait, et d'autre part, les ovnis. Alors, vous savez ce que ça signifie, ovni? Objet volant non identifié. Alors, comme ça vient des Américains et que nous, on aime bien être un peu franchouillards, tout à l'heure, Sylvain vous a parlé du GEPAN, le groupe d'études et d'information des phénomènes aérospatiaux non identifiés. Donc, on ne parle pas d'objets volants, mais de phénomènes. Pourquoi? Parce que ce n'est pas toujours un objet. Vous pouvez, tu nous as parlé de 700 cas par an, vous pouvez être les témoins d'un phénomène, il n'y a pas un objet derrière, mais quelque chose qui est étrange dans le ciel, aérospatial.
Et puis, vous adressez au GEPAN. C'est un peu le bureau des ovnis d'une célèbre série télévisée. Et là, il y a une enquête qui est menée. Et c'est vrai que dans les 700 et parfois plus témoignages que nous recevons, les canulars, comme vous l'avez très bien compris, sont extrêmement rares. Et tous nos témoins sont des gens sérieux. La plupart, vraiment, c'est une infime proportion qui veulent nous raconter des histoires. Et la plupart des gens sont vraiment des hommes et des femmes de bonne foi qui veulent savoir ce qu'ils ont vu, entendu, perçu, vécu et qui n'ont pas réussi à identifier. Et là, eh ben, se met en place une équipe de collègues qui sont sérieux parce qu'ils savent très bien que ce ne sont pas des canulars où ils les détectent très vite et qu'il s'agit d'être aussi sérieux avec nos témoins que nos témoins sont sérieux avec nous. Parce qu'en fait, ils nous apportent des éléments, des données d'observation que nous, ingénieurs, scientifiques, nous pouvons utiliser pour nos études et tâcher de savoir qu'est-ce qu'il y avait derrière ce phénomène étrange. On va en parler plus en détail du GEPAN tout à l'heure. Affirmation suivante, trouver de la vie extraterrestre serait une révolution pour l'humanité. Est-ce que vous pensez que c'est vrai ou est-ce que vous pensez que c'est faux? Alors, beaucoup de vrai cette fois-ci, quelques cartons faux derrière. La réponse, Jacques, c'est vrai. Ben, c'est vrai parce que... J'ai de la concurrence, hein. Ouais. Waouh. C'est vrai parce que, ben, je vous le disais tout à l'heure, l'extraterrestre, c'est la formule ultime de l'autre. Et là, un autre qui viendrait d'une autre planète que la nôtre, un autre qu'on n'en ait encore jamais rencontré, ce serait encore plus révolutionnaire que le jour où Christophe Colomb est revenu de ce qu'on allait appeler l'Amérique en disant « j'ai rencontré des êtres de l'autre côté de ce grand océan ». Ce serait encore plus incroyable parce que ça fait en fait des millénaires que les humains, nos prédécesseurs, se sont posé la question des extraterrestres sans jamais avoir de réponse. Alors nous n'avons, je répète, encore aucune réponse. Et c'est vrai que si demain il y avait des éléments concrets, soit effectivement un ovni qui se révèle être un vaisseau extraterrestre, pour l'instant on n'en a pas trouvé, ou autre chose, une autre forme, ce serait une vraie révolution. Alors après on peut se dire combien de temps la surprise durerait. Ça c'est aussi une question qu'on se pose. Parce que évidemment, si tout à l'heure, à la fin des présentations en vol, il y avait un objet volant qui arrive dans les radars, pas prévu, qui se pose au milieu, voilà, une belle soucoupe volante avec des martiens avec leurs gros crânes qui descendent, là, bon, ok, ça va durer longtemps. Mais si c'était un signal lointain qui nous arrive, oui, ça fera la une demain dans les journaux, puis après-demain, il y aura peut-être un autre événement parce que ce viendra de trop loin. Il faudra qu'il y ait vraiment une proximité. Alors, eh bien, nous verrons. Ce sera peut-être pour nous, ce sera peut-être pour les plus jeunes d'entre nous, ce sera peut-être pour les petits-fils des plus jeunes d'entre nous. Allez, merci Jacques. On enchaîne donc sur une affirmation qui concerne le GEPAN, on en parlait tout à l'heure. Le GEPAN enquête uniquement sur des cas observés par des pilotes ou des militaires. Est-ce que vous pensez que c'est vrai ou est-ce que vous pensez que c'est faux? Et c'est faux, hein, Jacques. Non, mais bon, c'est trop fort. Hein. Ah ouais. Non, là, On a choisi vraiment le meilleur. Bon, c'est effectivement faux. En réalité, c'est plutôt la minorité. Les pilotes et les militaires nous envoient très peu de témoignages, pour des tas de raisons dans lesquelles je ne vais pas rentrer. La grande majorité, donc si parmi vous, les pilotes se ferment les oreilles et les militaires, c'est vous. C'est-à-dire que vous, moi je ne suis pas militaire, je ne suis pas pilote, et c'est des gens comme moi qui donnent des témoignages. Et c'est ça qui est génial. C'est parce que, je vous le disais tout à l'heure, moi je ne cesse d'ailleurs de le répéter à mes collègues, mais dites-vous que pour une fois, c'est vous tous qui pouvez apporter des données qui font avancer la science. Parce qu'il y a de la science, une fois encore. Des choses que nous ne connaissons pas et que nous essayons de connaître, ça fait avancer la science. Alors l'astronomie est plein d'amateurs, eux ils apportent pas mal de témoignages, mais vous savez, ça y est, maintenant on est en été, les journées sont longues, on va sur la terrasse pour avoir un peu de fraîcheur, la nuit commence à tomber, et là vous pouvez être le témoin d'un phénomène un peu incroyable. Alors immédiatement, vous vous rappelez bien du jour, de l'heure, dans quelle direction, nord, sud, ouest, tout ce que vous voulez, si possible, à quelle hauteur dans le ciel. Bref, vous notez tout ce que vous pouvez et immédiatement, vous allez
sur le site internet du GEPAN et vous entrez votre témoignage. Et là, en fonction de la difficulté du cas, on vous donne une réponse rapidement, ou alors on vous contacte en vous disant « Attendez, là, il y a un cas un petit peu dur à cuire, alors on va vous interroger davantage, peut-être venir vous voir, et il y a une enquête, une véritable enquête policière, ou une enquête scientifique. Vous voyez tous les séries autour de la police scientifique, c'est à peu près le boulot de mes collègues, pour vous dire tiens, on a trouvé la solution ou on ne l'a pas trouvée. » Donc on le rappelle, le GEPAN, c'est le groupe d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés. C'est un service du CNES et ce service est basé au CNES de Toulouse. Affirmation suivante. Le GEPAN a pour mission d'analyser les phénomènes aérospatiaux inexplicables. Est-ce que vous pensez que c'est vrai? Est-ce que vous pensez que c'est faux? On a une majorité de vrai. Allez, 3, 2, 1... Et c'est vrai, donc bravo. Ça, c'était simplement pour tester si vous avez bien entendu et retenu ce que je vous ai raconté, puisqu'en gros, je vous avais donné la réponse. Donc bravo à ceux qui m'ont suivi jusqu'à présent. Donc effectivement, c'est inexplicable. Donc c'est vraiment ce qui nous intéresse. Mais alors, parce que je suis les travaux du GEPAN, mais je n'appartiens pas au GEPAN. Et ce que me disent les collègues du GEPAN, ils me disent, en fait, les phénomènes inexplicables, pour nous, c'est des échecs quelque part. C'est ceux dont on ne parle pas trop, alors que nous, on ne parle que de ça. Des cas où on n'a pas d'explication. Parce que eux, leur truc, c'est de trouver l'explication. Donc, ils sont très heureux quand ils diminuent le nombre de phénomènes inexpliqués. Et ils n'ont, durant ces dernières années, jamais cessé de diminuer ce nombre, c'est-à-dire d'augmenter le nombre des phénomènes qu'ils expliquent. Parce qu'ils ont l'expérience. Le groupe a été créé en 1977. Donc, il y a certains d'entre vous qui n'étaient pas encore nés. Et depuis 1977, ils accumulent des témoignages, des méthodes, des instruments toujours nouveaux, de nouveaux experts. Et aujourd'hui, on explique de plus en plus de phénomènes. Donc, une fois encore, la science, les connaissances avancent. Eh bien, on enchaîne. Les cas classés D, justement, tu vas nous dire ce que c'est tout à l'heure, par le GEPAN, sont une preuve de vie extraterrestre. Est-ce que vous pensez que c'est vrai? Est-ce que vous pensez que c'est faux? Alors, c'est faux en majorité. On a quelques cartons vrais. La réponse, c'est faux, vous avez raison. Oui, là aussi, vous avez suivi. Alors, les cas D, c'est les cas justement inexpliqués. C'est-à-dire que les témoignages étaient très précis. Les témoins avaient bien noté le jour, l'heure, l'orientation, la hauteur dans le ciel, enfin tout ce que vous voulez. Et puis, les enquêtes ont été menées. On est allé voir les témoins. On a interrogé l'aviation civile, les militaires, les astronomes. On a fait tout le tour de la question et là, nous n'avons pas trouvé. C'est les cas D. Mais justement, nous ne savons pas ce que c'est. Et nous ne pouvons donner des réponses qu'à partir de connaissances validées. Or, je vous ai dit au début de notre entretien que nous n'avons pas de preuve de la vie extraterrestre. Donc, je ne peux pas utiliser une simple hypothèse qui n'est pas validée comme explication. Donc, effectivement, vous avez parfaitement compris. Les KD, eh bien, ça reste un travail encore à faire. Ça ne prouve strictement rien, sinon que nous ne savons pas tout. On peut peut-être faire un petit point de méthodologie sur le GEPAN, qu'effectivement, les phénomènes sont classés selon 4 catégories, voilà. A, B, C, D. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Les cas A, c'est les cas pour lesquels on a une explication à 99%. Donc souvent d'ailleurs ce sont des phénomènes où il y a eu plusieurs témoins avec une bonne concordance des témoignages et puis une fois l'enquête menée, des bonnes données, on avait l'explication. Les cas B, donc les cas A, ça doit être une trentaine de %. Les cas B, c'est des cas où on a l'explication quasiment sûre. Alors on serait content d'avoir un peu plus d'éléments, mais ça ne fonctionne pas. Ça de nouveau à peu près une trentaine de %. Les cas C, c'est les cas pour lesquels, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de témoignages et les témoignages ne sont pas assez précis. On comprend très bien. Si je vous demandais de me dire qu'est-ce que vous avez vu aujourd'hui à 11h30, est-ce que vous vous en souvenez? Vers 11h30, vous allez me dire, oui, j'étais peut-être devant le stand d'Assaut ou peut-être devant... le stand du CNES. Ou le stand du CNES, mais nous perdons tous très rapidement la mémoire de ce que nous avons fait à une heure précise. Et donc, ce n'est pas par faute des témoins, mais c'est-à-dire que nous n'avons pas assez d'éléments et donc il est impossible de mener l'enquête avec sérieux. Donc ça entraîne dans les cas C et c'est de nouveau une trentaine de %. Et il reste quelques pourcents de cas D. Aujourd'hui, c'est
3, 4% de cas pour lesquels, malgré tous nos efforts, malgré la qualité des témoignages, nous n'avons pas l'explication. Affirmation suivante. Les cas qui n'ont pas d'explication par le GEPAN sont tenus secrets. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux selon vous? Majorité de faux. Allez, la réponse. Ah bah c'est rassurant. Non, mais vous avez raison. En fait, la preuve, c'est que si vous ne connaissez pas encore le site, allez ce soir sur le site du GEPAN. Il est très facile à trouver. Et vous aurez les archives de quasiment tous nos témoignages avec les enquêtes qui ont été menées liées à ces témoignages. Et il faut savoir que les enquêtes ne sont jamais fermées. C'est-à-dire que si nous avons, parce que mes collègues connaissent bien leur cas, s'ils viennent de traiter avec un peu plus de données un témoignage particulier, ils disent mais ça me rappelle un cas il y a 5 ans, ils reviennent sur l'enquête, ils refont l'enquête, ils la mettent à jour, donc il n'y a aucun cas secret. La seule chose sur laquelle nous sommes obligés d'être un peu discrets, ce sont sur les opérations militaires. Vous en avez entendu parler aujourd'hui, vous savez bien que certain nombre d'opérations, nos militaires sont tout le temps en opération ou en entraînement, et il y a des choses pour lesquelles ils font ça assez discrètement, parce qu'évidemment, si on savait tout ce qu'ils étaient capables de faire, notre défense s'effondrerait. Donc il y a des cas où on est obligé d'avoir un peu de discrétion et l'explication est légère. Ouais. Mais c'est jamais totalement secret. Merci Jacques pour tes explications passionnantes. On va passer aux questions. Est-ce que vous avez des questions dans le public? N'hésitez pas, Jacques pourra y répondre. On a une question devant. Est-ce qu'un micro peut tourner? Il n'y a pas de... Ouais, voilà. Rebonjour. Je me permets de vous poser les questions. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on est des extraterrestres aussi? Parce que la nature, elle évolue. D'après ce que j'ai pu entendre, il y a une théorie, c'est une supernova qui a explosé et qui a émis des jets sur Vénus, Mars et la Terre en particulier. Avec la Terre, 15 degrés, parfait. Donc, évolution microbienne et tout le... Donc, est-ce que vous ne pensez pas qu'on n'est pas aussi des extraterrestres sur Terre? Donc, c'est une excellente question. Je vais vous raconter une petite histoire. C'est une petite nouvelle qui a été écrite il y a une 30aine d'années. Donc, vous imaginez, c'est un auteur. Je vous raconte une histoire. On est d'accord, c'est pas la vérité. Faites attention. Et donc, un vaisseau spatial navigue dans l'espace, voit une planète un peu brune, un peu bleue, se pose, et 2 êtres sortent du vaisseau spatial avec des tas d'instruments, prennent des mesures, disent bon, ouais, c'est pas mal, un peu de rayonnement, un peu de ceci, cela. Puis au bout d'une heure, ils disent c'est une planète qui n'est vraiment pas intéressante, aucun intérêt, il n'y a pas de vie, il n'y a rien, même on ne peut rien en tirer. Bon, c'est nous qui nous tirons, on se tire. Et puis, près du vaisseau, il y avait une espèce de mare, une boueuse, vous savez, un fond de caniveau, enfin bon, bref. Et l'un des 2 extraterrestres, avant de monter et reprendre son voyage interstellaire, s'approche de la mare et crache dans la mare. Et la nouvelle s'arrête là. Qu'est-ce que voulait dire l'auteur? C'est que peut-être que nous sommes issus d'un crachat d'extraterrestres dans une mare qui était sur la Terre. Et ça s'appelle la théorie panspermique. En fait, les éléments qui nous constituent seraient venus de l'espace, déjà suffisamment élaborés, peut-être même très élaborés, pour que, dans des conditions où il n'y avait pas de vie, tout de même, ces conditions étaient favorables au développement de la vie. Donc, nous ne dirions pas que nous sommes extraterrestres, parce qu'aujourd'hui, demandez à un astronaute, je crois que hier vous aviez Claudie Aigneret ici, demandez à un astronaute, l'espace nous est très hostile. Nous ne sommes pas construits pour aller dans l'espace. Donc nous ne sommes pas extraterrestres. Par contre, peut-être que notre origine est extraterrestre. Le problème, c'est que comme on n'a toujours pas trouvé de vie extraterrestre, on ne peut pas faire une généalogie, on ne peut pas faire un test de parenté. Si on avait un extraterrestre, on lui dirait « Allez, viens, allez, on prend un coton-tige, on te le fourre dans les narines, et puis on fait un test pour voir si tu ne serais pas notre parent. »
Mais ça, pour l'instant, il faut trouver les extraterrestres. Et ce jour-là, peut-être, vous avez raison, peut-être qu'on découvrira que notre origine est extraterrestre. Mais nous sommes de bons et vrais terriens. Alors on est peut-être pas... Merci pour votre question. Et je dirais même plus, c'est qu'on n'est peut-être pas des extraterrestres, mais en tout cas, on est peut-être des terrestres extra. Merci Sylvain. Une question ici. Une autre question? Bonjour à vous. Merci pour ces présentations. Et j'aurais voulu savoir, je suis très intéressé par l'ufologie. J'ai eu plusieurs contacts avec le GEPAN, notamment pendant une période où j'ai travaillé 24 ans dans l'aviation. Je faisais un décollage d'un appareil, c'était un Challenger, un avion de plus de 41 tonnes, le soir. De l'est en ouest, il y avait un objet volant non identifié, parce que je ne savais pas ce que c'était, qui est passé. C'est le pilote, quand je faisais les démarrages de moteur, qui lui m'a dit de regarder là-bas. Et quand j'ai retourné la tête, j'ai vu que cet objet passait en 5 secondes de l'ouest en est. Il m'a dit que lui allait développer un rapport immédiatement avant de partir. Et il m'a demandé d'en faire part et d'appeler Roissy-Charles de Gaulle. J'ai appelé Roissy-Charles de Gaulle et j'ai appelé le GEPAN. Le GEPAN a pris tous les éléments que je lui ai donnés et ensuite, ils m'ont rappelé, ils m'ont bien dit que c'était un objet volant non identifié. Ils n'ont pas d'informations à ce niveau-là, mais que je n'étais pas tout seul à l'avoir observé. Ils ont fait le rapport, la gendarmerie est passée me voir, ils m'ont reposé des questions. J'ai eu une limousine qui, le lendemain, m'a cherché, est venue, m'a présenté sa carte. Il m'a dit, si vous voyez des choses un petit peu bizarres, je lui ai dit, mais vous êtes qui? Quand il m'a présenté sa carte, il m'a dit, je suis la défense territoriale. Il m'a dit, si vous voyez des choses comme ça, appelez-nous directement. N'appelez pas le GEPAN. Il y a toujours des jaloux. Donc, moi, c'est des choses qui m'ont fait très peur, en fait. Non, mais il ne faut pas avoir peur. Ouais. Le GEPAN reste un groupe. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Nous n'avons très peu de canulars, donc nous faisons confiance aux gens. Je connais mes collègues depuis maintenant longtemps. On respecte les gens, c'est la première règle. Ça, j'ai vu. Et il y a une parfaite discrétion aussi, parce que vous imaginez bien que je viens de vous parler du site du GEPAN. Il est clair que les témoignages sont rendus totalement anonymes, de manière à ce qu'il n'y ait aucune... Voilà, que les gens ne se mélangent pas. Vous imaginez, si moi je dis que je suis un témoin et que demain débarque la presse ou d'autres personnes qui me veulent du bien ou du mal, donc c'est toujours... on a besoin de tous les éléments, on peut rencontrer les personnes, mais au final, tout est rendu anonyme. Bien sûr. Et l'importance, c'est de, comme vous l'avez très bien fait, et comme l'a fait votre collègue pilote, c'est de témoigner. Parce qu'il n'y a rien de pire que de ne pas rendre témoignage. Une fois encore, l'important, c'est d'avancer dans le savoir que nous avons. Le ciel est plein de mystères, Exactement. Ça, nos ancêtres le savent depuis toujours. Ouais. Et si aujourd'hui, nous savons un petit peu plus sur le monde dans lequel nous sommes, c'est grâce à des gens comme vous, et comme d'autres sans doute peut-être ici, qui apportent une petite pierre à l'édifice du savoir. Et vous voyez, je parlais tout à l'heure d'astronomie. L'astronomie, c'est une science. Aujourd'hui, les amateurs apportent eux aussi des données à la science. Et quand j'ai dit ça, la dernière fois que je l'ai dit, on m'a dit « Monsieur, il y a une autre science, c'est l'entomologie. La science des insectes. Aujourd'hui, l'entomologie continue à faire des découvertes sur le travail des amateurs. » D'une certaine manière, l'ufologie ou la panologie, je ne sais pas comment on dit ça, eh bien, continue à avancer uniquement sur les témoignages de gens comme vous. Donc, on a besoin de votre confiance. Merci pour votre témoignage. C'est moi qui vous remercie, parce que moi, ça m'a fait vraiment plaisir que le GEPAN me rappelle et me donne pas mal d'informations par rapport à ça. Et notamment en avoir discuté avec d'autres pilotes, des pilotes de chasse avec qui je travaillais, pour pouvoir expliquer ce qu'eux ont vu aussi et déposer des rapports. On transmettra ça à nos collègues du GEPAN en leur disant que votre reconnaissance. Très bien, on leur transmettra, pas de problème. Merci beaucoup. Merci. Voilà, eh bien, on arrive au terme de cette conférence Mythe ou Réalité sur la vie extraterrestre. Parmi les choses à retenir, Jacques, j'ai noté, il n'existe à ce jour aucune preuve que des êtres extraterrestres aient déjà visité la Terre. Le cinéma a influencé la façon dont nous nous imaginons la physionomie de ces êtres extraterrestres.
Il n'y a pas de raison pour qu'une forme de vie extraterrestre soit particulièrement agressive ou hostile envers les humains. La grande majorité des observations d'OVNI trouvent une explication rationnelle. C'est très souvent un phénomène naturel ou technologique. Les cas d'observation qui restent inexpliqués ne sont pas la preuve de la présence d'une vie extraterrestre intelligente. Et enfin, il n'y a pas de cas d'observation tenus secrets en France. Tout est publié, tu l'as rappelé, sur le site du GEPAN et accessible à toutes et tous. Eh bien, merci à toutes et tous, justement, d'avoir joué le jeu. Merci. Un grand merci à vous tous. Merci, Jacques. Un, deux, ça ne marche plus. N'hésitez pas à parcourir les allées du Paris Space Hub. C'est encore ouvert pendant un petit moment ce soir. Vous pouvez visiter le stand d'exposition du CNES. De ce côté-là, il y a des trucs très sympas à expérimenter, notamment les cabines 3D sans lunettes, des écrans 3D sans lunettes qui sont très sympas à voir. Vous avez aussi le stand de l'ESA, l'Agence spatiale européenne, de ce côté-ci. Nous vous demandons juste de laisser les petits cartons sur place et de ne pas les emporter pour pas qu'ils se retrouvent dans les allées du salon. Bonne fin de week-end à toutes et à tous et à bientôt.